Brontis Jodorowsky est le fils de Alejandro Jodorowsky. Il a bossé avec lui très tôt déjà au cinéma. Et Brontis Jodorowsky est surtout un homme de théâtre. Alors, il est passé par le cinéma évidemment, notamment avec son père. Si vous avez vu l'excellent documentaire Jodorowsky's Dune, vous l'avez vu dedans sûrement. Mais Brontis Jodorowsky est surtout un homme de théâtre. Et aujourd'hui, il est en scène dans la pièce Le Gorille, qui raconte l'histoire de ce qui se passerait si un gorille avait été dressé comme un humain. Vous voyez le genre de délire que c'est. Et je voulais vous le présenter parce que c'est un mec qui a beaucoup de choses super intéressantes à dire sur le théâtre, bien sûr, mais pas seulement, aussi sur qu'est-ce que c'est que venir du Mexique pour s'installer en France et faire du théâtre, et puis pour raconter son parcours. Vous allez voir qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il est très bavard, c'était un plaisir, j'ai pas vu le repasser. C'était un vrai plaisir de l'avoir dans ce qu'ils ont, dans ce... C'était un vrai plaisir de l'avoir dans ce qui sont ces gens un peu spécial, et ça me fait très plaisir de vous présenter Brontis Jodorowsky. Qu'on a créé en Italie, puis qu'on a joué au Mexique, dans un très grand festival là-bas. On l'a pas emmené en France parce que c'était avec une actrice italienne qui était très amoureuse de son mari. Son mari était très jaloux et il n'a pas voulu qu'elle parte en tournée en France. Et donc, du coup, un mal pour un bien, mon père m'a dit, du coup, faisons le gorille. Je pense que tu es l'acteur idéal pour le faire. Et du coup, voilà, on a recréé, retravaillé cette pièce d'une façon totalement nouvelle. On a commencé il y a 8 ans. Et depuis, j'ai joué, c'est le spectacle que j'ai pu jouer de ma vie, je crois 200, je dois être à 280 représentations. Et pourquoi tu as décidé de la reprendre? L'occasion fait le larron. La dernière fois que j'ai joué ce spectacle, c'est il y a 3 ans, en tournée. Il y a 5 ans, j'avais déjà joué au Festival d'Avignon Off, avec beaucoup de succès. Et là, c'est au Trois Soleils, il y a eu un créneau qui s'est libéré un peu tard, en fait. Et ma coproductrice, Isabelle Decroix, d'Idées Productions, qui s'occupe de faire tourner le spectacle, m'a dit, écoute, là, il y a un créneau aux Trois Soleils, c'est pas forcément la salle idéale pour le spectacle, mais en même temps, c'est une très bonne salle, une très bonne programmation. Ça dirait de reprendre, qu'est-ce que tu fais en juillet? Alors, j'ai regardé mon agenda, juillet, je suis libre, bon, allez, on y va. Et c'est un gros, espèce de grand défi parce que ça avait été un tel succès. Jusque-là, j'avais un petit peu peur qu'en arrivant à Avignon, ça, voilà, il y a pas de, le succès n'est pas obligatoire et puis il n'est pas automatique. Le public change, on change soi-même. Il y a un moment, une pièce, elle est en accord avec le moment où tu la présentes. Et en fait, on a un accueil absolument formidable. On est plein pratiquement, tous les jours, avec 2 jours d'avance parfois. Et donc j'espère que ça va continuer parce qu'on est quand même mi-parcours du festival. Mais on est reçu par le public de façon absolument magnifique. Et je crois que même que la pièce, elle nous parle. Moi, elle me parle encore plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je pense qu'il y a une forme de prise de conscience aussi du public en général, de certaines situations humaines, de l'absurdité de notre monde. De l'appât du gain qui s'est répandu un peu partout. C'est quand même un portrait, c'est un portrait en miroir de l'humanité, ce singe qui devient humain, qui devient homme. C'est parce que, en fait, c'est quelqu'un qui pourrait être accepté pour trouver une issue à sa situation, renonce à être ce qu'il est lui-même pour être comme les autres, pour être ce que les autres acceptent. Ils attendent de lui, quoi. Voilà. Et donc, du coup, la pièce fonctionne aussi comme un miroir. De l'humanité, en quelque sorte, de notre société humaine qui a perdu un peu le sens. C'est une thématique qu'on va creuser un peu plus à travers toutes les œuvres que tu as pu accompagner, dans lesquelles tu as pu participer. Juste pour resituer, alors 2 choses déjà, pour vous qui êtes en train d'écouter ça maintenant tout de suite en live. Désolé pour le petit bug qu'il y a eu tout à l'heure, c'est réglé évidemment, c'est tout enregistré, donc vous aurez la partie manquante, il manque 3-4 minutes. On n'a rien vu. Et vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans le chat. Et si vous voulez, on peut même ouvrir le Skype. Vous me dites si vous voulez. Juste pour vous resituer la personne, parce que vous connaissez peut-être pas. Et là, c'est vrai qu'on a attaqué directement avec la pièce. Si vous ne connaissez pas la personne, donc Brontis, tu es né en 1962 à Mexico. Oui. Tu es parti en France en 70, c'est ça? Alors, c'était une enfance compliquée avec beaucoup de mouvements. Parce que voilà, j'étais jusqu'à 3 ans à Mexico. Après, de 3 ans à 5 ans, j'étais en Pologne avec ma mère qui était actrice à cette époque-là. Elle était partie travailler avec Jerzy Grotowski au Théâtre Laboratoire à Wrocław. Et après, j'étais en France pendant 1 an avec mes grands-parents. Puis après, de 6 à 9, j'étais à Mexico avec mon père. Après, on est parti. J'ai eu 10 et 11 ans à New York, 12 ans en France, 13 ans à Mexico, 14 ans en France, 15 et 16 ans
au Mexique. Ouais. Et donc on a fait beaucoup d'allers-retours. C'était les vaches maigres et les vaches grasses, tu vois. C'est une famille de saltimbanques, quoi. T'as un souvenir particulier de cette époque-là? Parce que un souvenir particulier de... ouais, parce qu'en fait, De quelle époque moi exactement? justement, J'ai plein de je pose souvenirs cette question-là particuliers. parce que tu es le fils d'Alejandro Jodorowsky. Oui. Tu as joué dans El Topo en 1970. Oui. Tu as joué dans La Montagne Sacrée aussi. Tu as joué entre-temps dans d'autres films. Donc tu as eu une carrière qui a commencé assez tôt au cinéma. Est-ce que tu as un souvenir de toi, enfant, qui découvre le cinéma? Parce que tu as découvert le cinéma avant le théâtre. Donc, j'aimerais bien voir comment tu en es venu au théâtre depuis le cinéma. Oui, bah, tu sais, c'était très simple. Quand tu as cet âge-là, quand tu as 6 ans et demi, c'était l'âge que j'avais dans El Topo, ton père te dit on va faire un film, c'est un western, puis tu vas jouer mon fils. Tu es super content. D'abord parce que même si à l'époque on n'avait pas les DVD, etc. Bon, quand même, puis j'étais vraiment très jeune, mais j'avais déjà le western, tu vois, les cow-boys, tout ça, c'était fantastique, c'était fascinant. Bah ouais. Et puis après, tu es très fier parce que ton père te fait confiance pour un rôle dans son film, donc tu vas assurer. Bah, bien sûr. Et puis en même temps. En même temps que je me sentais vraiment déjà comme un petit acteur, je prenais très au sérieux tout ce que je devais faire, j'écoutais vraiment bien les indications et tout. En même temps, tu as une fraîcheur quand tu es enfant et tu as une spontanéité que plus tard, comme acteur, c'est un travail d'avoir ça en tant qu'adulte, acteur adulte, d'avoir ça sur scène. Cette capacité à être complètement au présent, complètement spontané, mais en même temps dans une forme, dans une règle du jeu. Tu vois, les enfants, ils sont dans la règle du jeu. Alors, ouais. toi, t'es le cow-boy, toi, t'es l'Indien. Machin, l'Indien, machin, etc. Ah non, tu peux pas faire ça parce que toi, t'es Indien, tu peux pas faire ça, ou toi, t'es cow-boy, tu peux pas... Voilà. Les règles du jeu sont un réceptacle à l'intérieur duquel la spontanéité se développe, tu vois. Et t'as eu assez de place ou au contraire t'as eu une direction qui était... Non, mais à cette époque-là, tu te poses pas toutes ces questions. Okay. T'es pas en dualité, tu sais, on fait ça, voilà, puis tu le fais. C'est un jeu. À quel moment est-ce que tu as commencé à te poser ces questions-là? Ah, plus tard, quand j'ai décidé vraiment d'être acteur. Mais alors, ça correspond à quel moment? Ça venait beaucoup plus tard. Moi, j'ai fait 4 ou 5 films enfants. Pas seulement avec mon père, en Amérique latine. J'ai eu un prix du meilleur acteur enfant en Mexique en 1974. Bah écoute, moi je vais pas me vanter. L'équivalent du César mexicain. Alors moi, c'est très bien. Moi, sans vouloir me vanter, j'ai la médaille du meilleur finaliste en judo en Normandie. On a tous une médaille en chocolat. Exactement. Mais après, ça s'est arrêté parce qu'on a changé de pays, tout ça. Et puis, on avait avec mon père le projet du film Dune. Voilà, donc il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Jodorowsky's Dune, un documentaire de Frank Pabitsch qui est très bien, qui raconte tout ça très bien. Donc si vous avez envie de savoir, il faut le voir. J'entrerai pas dans les détails, mais j'avais 12 ans, c'était un rôle magnifique, c'était un projet gigantesque, et ça ne s'est pas fait. Et bon, après ça, disons que j'ai pas trop cherché à être acteur ou quoi que ce soit. Je voulais évoluer de vétérinaire, pilote d'avion, pédopsychiatre. Et un jour, j'ai accompagné des copains. J'avais 18-19 ans. Un samedi, mes potes, c'était mes potes, quoi. C'était les gens que j'aimais le plus au monde à ce moment-là. Okay. Et il y en avait qui allaient à un cours de théâtre dans une MJC à Vincennes, en banlieue parisienne. Et je ne savais pas quoi faire ce samedi-là. Et puis, ils allaient à leur cours. Ils m'ont dit, bon, écoute, viens avec nous, tu regardes le cours, et puis après, on continue la soirée ensemble. Bon, d'accord. Donc, je vais, puis je m'installe au fond de la salle, je regarde le cours, et le prof voit que je suis là. C'est Jean-Daniel Laval, c'était le professeur. Et il est directeur maintenant du Théâtre Montansier à Versailles. Ok. Et il me dit, jeune homme, en fait, il y a un élève qui n'est pas venu. Est-ce que vous voulez bien le remplacer? Il y a 2 phrases à dire pour qu'on puisse travailler la scène. Bon, d'accord. Ok, bon, j'y vais. Je dis mes 2 phrases. Je me pique un phare énorme. Mais je sors de là et je peux te vraiment marquer comme ça, faire un petit rond sur l'endroit exact de trottoir à côté de la MJC de Vincennes, de Théâtre Daniel Sorano, où j'ai eu comme, je ne sais pas si les gens connaissent Guéluron, c'est une bande dessinée de Gottlieb, que j'aimais beaucoup, à la fin des années 70. Et tout à coup, Guéluron, il parle avec Dieu, il a une espèce de spot qui lui apparaît dessus. Non, je me suis senti comme ça. Je me suis senti comme Guéluron, avec pouf, la lumière qui me tombait dessus, la vocation, et qui disait, c'est ça ce que je veux faire. Je vais être sur scène. Et pour toi, ça avait un sens vis-à-vis de ce que tu faisais quand tu étais gamin, ou au contraire, c'était quelque chose de complètement non, j'ai nouveau, pas fait le lien, absolument pas, avec tout le reste. En plus, moi, j'allais pas au théâtre, j'étais un ignorant complet, je lisais pas théâtre, je pensais que Shakespeare, c'était ennuyeux et classique.
enfin, et classique, donc ennuyeux. J'avais rien lu. C'était le fait d'être sur scène. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Je me suis senti à ma place, en fait. Peut-être je me suis senti regardé, que j'avais besoin de ce regard-là à ce moment-là. Enfin, j'en sais rien. Après, on peut creuser hein, psychologiquement. Mes parents étaient artistes, mais moi, je faisais pas le lien, tu vois. Et non, ça, mais en fait, je dois tout ce que ma vie est devenue après. Je le dois à quelqu'un qui n'est pas venu en cours. Je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà, je lui dois ma vie à cette personne-là. Peut-être que j'aurais été vers le théâtre, et vers la scène, et vers le cinéma, par un autre chemin. Mais il se trouve que ce jour-là, quelqu'un qui ne s'est pas présenté au cours, grâce à cette personne, j'ai pris cette petite place et je me suis rencontré. Je me suis dit, mais c'est par là que je vais me rencontrer. Alors, j'imagine qu'au début, il y a des passions, il y a des grandes joies, mais il y a aussi des désillusions. C'est quoi la première claque que tu t'es prise quand tu as commencé le théâtre? Je ne m'en souviens pas. Ok. Et la première... Je ne me souviens pas des petits apprentissages. Non, c'est parce que j'ai su depuis le départ, j'ai su que c'était quelque chose de difficile. Parce que j'avais des copains dont les parents étaient comédiens, puis je les voyais, ça buvait une bouteille de vin par jour, tout ça. Bon, j'étais assez jeune et je me s'était fait... Bon, comme tous les ignorants, j'étais très prétentieux. Donc, je me suis dit, ça va marcher, tout ça. Mais pour que ça fonctionne, vu que je suis né au Mexique, une partie de ma mythologie, c'est la mythologie mexicaine. On est tous mus par notre mythologie. C'est pour ça que c'est important de la connaître. Qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, moi, je ne suis pas croyant, tu vois. Je ne suis pas catholique, mais j'ai lu les évangiles. Okay. Et j'ai trouvé ça vraiment utile et important parce que c'est la mythologie qui structure notre inconscient, qui structure notre vie dans ce monde. Et on parle les religions. Il faut connaître, tu vois. J'ai commencé à lire le Coran. C'est pas ma mythologie, mais j'ai un peu envie de savoir de quoi ça parle, de quoi on parle exactement, tu vois. Ouais. Et ma mère était marxiste-léniniste stalinienne, donc j'ai lu je sais pas du tout ça, mais j'ai lu le manifeste du Parti communiste, qui est étonnamment assez semblable dans son message que les évangiles. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, puis en les quoi? partis communistes sont très structurés comme l'Église. Hein, alors, j'ai très pareil. peu... Bon, on va pas rentrer là-dedans, Ah bah si, on a 3 minutes. Prends 3 minutes parce que ça, c'est super intéressant. Non, parce que quand tu lis les évangiles, ce sont des livres magnifiques, c'est des contes de fées sublimes, desquels tu peux tirer des tas d'enseignements, sans être religieux. Tu lis le manifeste du Parti communiste. Tous les deux, l'objectif, c'est le bonheur de l'humanité. C'est le partage. Voilà, c'est le bonheur des gens, quoi. Pourtant, ce qui est fou, c'est que ces deux textes, ces deux familles de textes, ont justifié des mouvements qui ont causé des horreurs atroces, quoi. Voilà, parce que c'est l'interprétation de ces textes, tu vois, qui est malade. Quand tu lis la Genèse, par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est le livre comme la mythologie que nous partageons, les religions monothéistes. Ce qu'on pense, dans ce qu'on dit de la femme qui a commis le péché, tout ça, c'est des conneries. Ce sont des interprétations. C'est un dogme, mais quand tu lis le texte, c'est pas ce qui est écrit. Tu peux l'interpréter d'une façon totalement différente. On le fera pas là parce que c'est un peu long. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand la dernière chose qui est créée, c'est la femme, c'est-à-dire qu'on va du brut à l'essentiel et qu'elle est créée à partir de la vapeur qui monte de la terre, et l'homme est fait de terre, et elle apparaît à côté de lui, c'est pas sa côte. Faut être con pour penser que la femme c'est la côte d'un homme, c'est complètement débile. Elle apparaît à ses côtés, et c'est comme la fabrication d'un parfum, c'est une vapeur qui monte de la terre. L'homme étant de terre, c'est la vapeur, c'est une distillation. Voilà, et c'est l'être le plus parfait qui est créé à la fin. C'est la cerise sur le gâteau, la femme. Ah, tu vois? Mais je suis libre de l'interpréter comme ça. C'est pas écrit non plus cerise sur le gâteau, mais c'est pas écrit non plus pécheresse qui doit toute sa vie payer et être soumise à l'homme parce que tu as mangé du fruit de l'arbre. Faut vraiment être débile pour penser ça. C'est marrant parce quand tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon pour cet épisode un peu mystique, t'inquiète pas. Elle y va, elle mange toute seule d'abord. Elle ne va pas avec l'homme, mais maintenant, c'est d'abord le serpent l'emmène elle. Donc, elle mange du fruit. Moi, j'ai aucun a priori sur les femmes. Je lis le truc, c'est le conte de fées. D'accord? Elle le mange. Donc, elle a la connaissance du bien et du mal quand elle mange de cet arbre. Donc, si elle va le dire à l'homme d'en manger, il écrit nulle part qu'elle se sent coupable, ragnagna, qu'elle est... Non, c'est qu'elle sait que c'est bien. Parce que le seul moyen de prouver ta liberté, c'est de désobéir. Et Dieu leur dit, mange pas de cet arbre. Et après, il se retire, entre guillemets, non? Il s'en va. Donc,
Si l'homme ne va pas et ne suit pas la femme, qui sait que c'est ce qu'il faut faire, il n'acquiert jamais le libre arbitre. Et donc la création ne se termine jamais. Et si tu lis bien le texte, toute la création n'est pas le jardin d'Éden. C'est un petit jardin au milieu de la création. Et quand il les chasse du jardin, tout le reste ne sont que des ronces. Donc avant de les chasser, on dirait TV prêcheur. Pardon. Mais bon, c'est des thèmes intéressants pour dire que tout ça, ce sont des interprétations. Les religions ne font qu'interpréter. Et puis les mouvements communistes, après, c'était des instruments de pouvoir. La religion est un instrument de pouvoir. C'est très différent que de la mystique et la vie spirituelle. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que du coup, la désobéissance, chez toi, ça fait partie de ta mythologie? Oui, bien sûr. Et je commence par me désobéir à moi-même. Je suis parfois en répétition, tu vois. Donc on est en train de répéter, en train de chercher une scène, comment on va la faire. Et bon, maintenant je me connais. Mais il y a toujours un moment où je me dis, bon, je vais quand même pas faire ça. Et là, maintenant, comme je me connais, je me dis, c'est ça ce qu'il faut faire. Et donc, on le fait, et on trouve la scène. On trouve quelque chose qui est un peu différent, tu vois. Alors, dans les commentaires, il y a Alice qui dit, vous excusez pas, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on est beaucoup à dire ça. Il y a Laura L qui dit, ah putain, c'est beau. Ce qui est vrai. Et il y a Chalet qui dit, ça me rappelle un peu de Bon Présage, où l'interprétation, c'est que c'est Dieu qui les a poussés à commettre ce péché. Je sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Non, mais s'il les avait poussés, il n'y a pas de libre arbitre non plus. Ah oui, oui, c'est ça. Mais non, parce que la fin de la création, c'est le libre arbitre. C'est ça. Et après, quand il les chasse, regarde, c'est très intéressant parce que Dieu ne fait que lui dire des choses à l'homme, mâle et femelle, quand ils sont hommes et femmes en même temps. Ça, c'est si, tu fais ça, tati, puis l'homme, il nomme les choses, non? Comme quoi, le fait de nommer, c'est important. Si vous allez avoir des enfants, le nom que vous allez donner à votre enfant, c'est une chose vraiment fondamentale. Vous lui donnez quelque chose. C'est une création aussi, ça fait partie de la création. Bref. Ils mangent du fruit de l'arbre, tout ça, ils ont les yeux qui se dessillent, ils se voient, et Dieu revient. Et eux se mettent derrière le figuier. Et Dieu, la première question qu'il pose, c'est du conte de fées tout ça, c'est symbolique, c'est pas un vrai Dieu, c'est pas un type avec une barbe. mais c'est important de voir que dans notre mythologie, la première question qui est posée, c'est « Où es-tu » Alors si Dieu ne sait pas où ils sont planqués derrière un figuier, c'est pas Dieu, je m'excuse. Moi je prends le texte très au sérieux. Donc ça veut dire que cette question, c'est une question fondamentale. Où es-tu ? Parfois, et moi ça c'est une question qui m'a beaucoup aidé, mais parfois dans des choses très pratiques. Je dors pas très bien, où es-tu ? C'est-à-dire sur quel matelas tu dors ? Dans quelle pièce ? Comment orienter ton lit ? Mais où es-tu dans ta vie émotionnelle ? Où es-tu dans ta vie sexuelle ? Où es-tu dans ta vie intellectuelle ? Est-ce que tu corresponds à là où tu devrais être ou pas ? Est-ce que tu vis dans le pays dans lequel tu dois vivre ? Alors où es-tu ? Ça veut dire aussi, est-ce que le lieu où tu es, tu en fais le lieu où tu dois être ? C'est pas, tu vois, c'est pas juste recevoir, c'est faire. Bon, bref. Donc là, vous êtes... non, mais c'est super intéressant, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui a remonté, alors j'ai pas noté la personne qui a dit ça dans les commentaires, mais cette question d'interprétation et de désobéissance, ce sont deux notions qu'on retrouve très fortement dans le théâtre. Vous avez parlé de la désobéissance quand vous faites violence aujourd'hui, ou quand vous désobéissez à un texte, à une mise en scène pour créer d'autres choses. La désobéissance, en fait, comme la naissance de la création. Et vous parlez aussi de l'interprétation, et l'interprétation, c'est très important au théâtre. C'était quoi votre premier rapport avec ça, avec l'interprétation ? Est-ce que vous vous souvenez Oh non, mais c'est quand j'ai commencé comme j'étais très ignorant, donc j'ai cherché des cours de théâtre à Paris à cette époque-là. Les cours de théâtre, c'est un gros business. Ils sont toujours très chers, tout ça, bien des plans à cette époque-là. Mais comme je connaissais rien, je savais pas ce que je voulais faire. Donc j'allais au cours de, je sais pas, un truc-muche, n'importe quel cours avec le nom d'un acteur connu ou d'un metteur en scène qui n'a pas fait grand-chose mais a fait une école de théâtre. Et donc j'arrivais naïf, bonjour, voilà, je voudrais apprendre le théâtre, tout ça. Est-ce que je peux regarder un cours pour voir si ça correspond ? Mais comment ? Pour qui vous vous prenez ? Regarder un cours ? Non, mais enfin, on s'inscrit pas. Déjà, je vais voir si je vais bien vous inscrire. Bon, d'accord. Donc je partais, tu vois, mais du coup, je savais pas. Et d'abord, j'ai trouvé une astuce, parce qu'il faut être astucieux dans la vie. Et donc, je me suis dit, j'allais avec un chéquier où il n'y avait plus de chèque. Ok. Et donc j'y allais, bonjour, je viens m'inscrire au cours. Ah oui, bien sûr, tu vois, l'argent n'a pas du gain. Donc je remplissais ma fiche d'inscription, machin, blabla. Et puis au moment, oh mince, il n'y a plus de chèque dans mon chéquier. Et donc c'est mon premier rôle, tu vois, le rôle d'arnaqueur. Et non, mais c'est pas grave, vous paierez la prochaine fois, tout ça. Donc,
j'ai assisté à un cours et je partais en courant. Mhm. Mais voilà, j'ai fait 4 ou 5 cours comme ça et j'ai très vite compris ce que je ne voulais pas faire. Et alors, qu'est-ce que vous ne Mais je ne vouliez trouvais pas ce faire? que je voulais faire. Et donc, comme j'étais très prétentieux, j'espère que je me suis calmé depuis. Vous aviez quel âge aussi à ce moment-là? Enfin, t'avais quel âge? Pardon, voilà. J'avais 20 ans, Pardon. 19-20 ans. Et bon, je me suis dit, bon, je vais faire. Comme je ne trouve pas ce que je veux faire, je vais trouver par moi-même. Ce sera plus long. J'apprendrai moins et ça me demandera plus longtemps. Mais ce que j'apprendrai, je l'apprendrai de la pratique. Donc, je vais faire une compagnie, je vais faire une troupe amateur avec mes copains qui étaient là. Et puis, tu sais, c'est comme. En général, les gens, j'ai observé ça et parfois, c'est pas génial. Hein. On voit ça beaucoup en politique. C'est-à-dire, les gens ne suivent pas forcément quelqu'un qui sait où il va. Ils suivent celui qui dit allons-y, Mm. on va pas. Suivez-moi. Voilà. On va Et faire un les truc. gens suivent, tu Ouais. vois. Et moi, j'étais bon comme ça. Je dis venez, on va faire du théâtre. Mais du coup, comme on se voyait 1 ou 2 fois par semaine, voilà, il fallait que je fournisse du travail. J'ai commencé à beaucoup lire. Et puis très vite, je me suis intéressé au jeu dans le jeu. Je me suis très vite intéressé au corps. Et voilà. Et petit à petit, j'ai trouvé ma voie. J'ai fait ça 2 ans. Puis au bout de 2 ans, j'ai trouvé mon premier maître de théâtre qui s'appelait Richard Chislak, qui était à l'époque acteur chez Peter Brook pour le Mahabharata, mais qui en fait avait été la figure emblématique du théâtre de Jerzy Grotowski. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez, du théâtre laboratoire. Et au hasard, c'était quelqu'un qui avait connu ma mère quand elle avait été elle-même en Pologne, apprentie comédienne là-bas, mais je ne savais pas à cette époque-là. C'est lui qui m'a dit, mais tu me rappelles quelqu'un? Tu connais Bernadette Landru? Je dis oui, c'est ma mère. Oh, c'était toi le gamin qui était là dans nos pattes. Donc la vie est vraiment incroyable. C'est fou. Et avec lui, c'est un travail corporel, purement corporel, pendant 1 an. Vraiment, c'était que du corps, zéro texte. Donc, de l'expression C'était scénique. une compréhension complète du lien de la mémoire avec le mouvement, avec la précision. Et voilà, puis l'année suivante, 2e année. Alors bon, lui, il ne donnait pas de cours. Mhm. Et moi, j'ai dit, moi, je vais apprendre avec toi, mais Bronti, je ne donne pas, j'ai pas de cours. C'est pas grave, je vais organiser. Donc, j'ai lu une salle, j'ai organisé un groupe. J'étais très motivé. Parce que parfois, tu sais, il y a un comique mexicain qui dit, je ne demande pas à Dieu de me donner, mais de me mettre là où il y a. Ah ouais. Et donc, voilà, je crée un endroit pour qu'il y ait, tu vois. Ok. Il faut faire ça parfois. Donc, Je pense que ça. je voulais se mettre là parce que je sentais que ça allait être vraiment important pour moi, fondamental. Et donc, je me suis débrouillé. Il n'enseignait pas, il n'avait pas de cours. On va faire une structure, une association. J'ai trouvé une salle à la cartoucherie déjà, parce que plus tard, Alors après, oui. j'étais acteur chez Ariane Mouchkine pendant 7 ans. Mais Ça, on va en beaucoup plus tard. reparler, ouais. Et voilà, il faut se faire son destin aussi. Mais ça, je pense que beaucoup de créateurs sur Internet ont un peu ce raisonnement-là aussi et sont passés par là. Je veux dire, ne pas attendre que quelqu'un offre une place, mais la prendre de force en fait et s'installer. Ouais, non, là où il pas faut. de force, ça sonne pas génial. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu mais- coup d'état, mais c'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y a un moment où tu sens, surtout quand tu es jeune, tu vois, que tu sais pas. Tu sens que c'est là. Il y a quelque chose là. Tu sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. c'est la puberté, ça. Si tu sens ça, il faut que tu te débrouilles pour aller le chercher, pour aller le prendre. Parfois, ce qui est là, c'est pas la personne en fait. Parce que parfois, les gens se focalisent sur c'est cette personne-là. Non. Parce que peut-être que tu n'arrives pas avec cette personne. Mais si tu n'arrives pas avec cette personne-là, quand même, ce que tu sens qui est là, ça veut dire que c'est pas la personne, c'est ce qui est derrière cette personne. C'est la démarche, c'est par où ça passe. Donc, c'est pas forcément avec cette personne-là. Si ça n'avait pas du tout fonctionné avec Chistac, peut-être que j'aurais, du coup, j'aurais abordé ça, mais par un autre chemin. Tu as évoqué ton arrivée chez Ariane Mouchkine à la cartoucherie. Il y a Cordon Bleu qui demande la cartoucherie, qu'est-ce que c'est? Tu peux peut-être expliquer ce que c'est et comment tu es arrivé là? Oh, la cartoucherie, le Théâtre du Soleil, voilà, il faut pas il faut connaître ça, parce qu'Ariane Mouchkine, c'est quand même un des très grands metteurs en scène. C'est la reine du théâtre français, on peut le dire, je pense. Oui, enfin, c'est reine, ça veut dire quelque chose. C'est un immense metteur en scène, mondial, on peut le dire, même si le théâtre, c'est ici et maintenant, toujours. Donc, j'étais à Mexico il y a une quinzaine d'années, et j'avais parlé de Peter Brook. Peter Brook, qui? Je ne connaissais pas. Maintenant, avec Internet, tout ça, on connaît plus. Moi, je ne connais pas, par contre, c'est qui? Peter Brook, tu sais pas qui c'est? Ah non. C'est un immense metteur en scène en France, anglais, qui a marqué l'histoire du théâtre en Europe, comme Ariane Mouchkine, à sa façon. Et elle, dans les années 70, elle voulait faire du théâtre de troupe.
Et elle a trouvé une cartoucherie, c'est une usine de munitions appartenant à l'armée qui était désaffectée. Ils ont squatté, comme elle a aussi créé son, Elle a créé son trouvé son lieu. espace. Et ils ont squatté, et puis ça, il y avait Philippe Cobert à l'époque. Je sais pas si, oui, il devait déjà être là, je pense. Enfin bon, voilà, je dis Philippe Cobert parce qu'on est à Avignon et qu'il est un peu connu, ici. Donc ils ont squatté, ils ont bâti un théâtre dans une usine de cartoucherie. Et depuis, elle est là-bas, c'est son théâtre. Bon, maintenant, ça a été officialisé. Maintenant, la ville de Paris a fait un parking là-bas, mais pendant 20 ans, c'était la Gadoue. Et les gens allaient. Elle a fait des spectacles hyper emblématiques, connus, 1789, L'Âge d'Or. Moi, quand j'ai rencontré ce théâtre, je suis allé voir l'histoire terrible de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, de Len Sixou, qui est un spectacle que j'avais trouvé absolument magnifique. Donc, j'ai écrit, quand j'ai su qu'elle donnait des stages, parce que à cette époque-là, j'imaginais même pas qu'on pouvait écrire un metteur en scène. Ouais. Mais quelqu'un m'a dit qu'elle cherchait des acteurs pour un film. Il y a une commande de l'Assemblée nationale pour le bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et qu'elle avait besoin de double de sa troupe juste pour ce film. Donc je lui ai écrit une lettre, très simple, en lui disant que voilà, que j'avais été admiratif de son travail et que si je pouvais passer quelque temps avec eux pour apprendre quelque chose, j'en serais ravi. Donc, je ne sais plus comment je l'ai formulé, mais apparemment, Ça les marchait. termes de ma lettre a touché. Et 3 jours après, j'ai un coup de fil. Bonjour, c'est Sophie Moscoso, l'assistante d'Ariane Mouchkine. Oh, mon cœur, il a fait un bond. Quoi? Oui, il a beaucoup aimé votre lettre, elle aimerait vous rencontrer. Et donc, bah voilà, je suis allé, et puis on a un peu parlé. Je lui ai raconté mon parcours, je lui ai dit que j'avais fait moi-même ma propre compagnie, que j'avais travaillé après dans la mouvance un peu grotowskienne, tout ça, mais que j'ai Dans la mouvance, quoi? un peu de type Grotowski. Ok. Parce qu'après Chislac, j'étais un peu dans un milieu où j'ai fait des expériences parathéâtrales, on va dire. Donc c'est une forme de théâtre un peu. Voilà, on jouait dans des églises, dans des forêts. Enfin, voilà. C'était vraiment un niveau très expérimental. Ok. Et puis elle m'a dit, écoute, Brontis, on va essayer. Je te prends une semaine à l'essai sur les répétitions du tournage. Voilà, nous on fait le théâtre ici d'une certaine façon. C'est pas forcément la meilleure façon de la faire au monde, mais c'est comme ça qu'on l'a fait ici. Donc si tu vas faire du théâtre ici, il faudra le faire comme nous faisons du théâtre. C'était notre contrat tacite. Et je dis oui, bien sûr. Et donc quand je suis arrivé en répétition, c'était déjà genre un mois de répète, ça avait commencé. Il y avait tous ces acteurs formidables que j'avais vus sur scène. Georges Pigot, Maurice de Rosier, Simon Abkarian, Jean-François Ducy. Enfin, il y avait plein d'acteurs que je trouvais super. Et je suis devenu une éponge. J'ai ouvert grand mes yeux. C'est pour ça que dans le gorille, à un moment donné, quand le gorille doit apprendre, c'est pas le musical. Ça, c'est une petite chose que moi j'ai mis dans la pièce. Il lui dit, son maître lui dit, si tu veux apprendre, regarde bien. Et ça vient de là. Ça vient du fait que j'ai beaucoup regardé et puis j'ai commencé à faire comme eux. Et puis, mais c'est un théâtre où le corps est complètement impliqué. Parce qu'Ariane dit jouer, c'est mettre en forme des passions. Et en plus, on jouait des marionnettes, on jouait des poupées de cire qui s'animaient la nuit. Dans la pièce de 1789 dans le film qui s'appelle La Nuit Miraculeuse. Ah oui, d'accord. Qui est un film qui était fait pour l'Assemblée nationale. Le film lui-même n'est pas super, je dois le dire. Mais l'expérience de répétition, pour moi, c'était un apprentissage formidable. Et puis après, elle ne m'a pas gardé une semaine. Au bout de 3 jours, elle m'a dit, tu vas rester. On s'est très bien entendu. J'avais une admiration vraiment folle pour elle parce que je voyais, on pouvait dire beaucoup de choses sur elle, avec les spectacles de Cobert, beaucoup de choses se racontaient, tout ça. Mais moi, je voyais quelqu'un qui était consacré corps et âme à son art. Ouais. Et pour moi, ça, c'était fantastique, tu vois. Quelqu'un qui était vraiment là pour l'art du théâtre, quoi. C'était super. Et avec un contenu humain. C'est formidable. Donc, je suis resté pour le film. Et à la fin du film, elle m'a dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, ouais, j'aimerais bien rester. Bon. Puis après, j'ai fait le processus normal que font beaucoup d'acteurs là-bas. J'ai fait un stage. Je suis resté pour le stage. J'ai fait les Atrides. Les Atrides? Les Atrides, c'était une tétralogie, 4 spectacles. Iphigénie à Aulis, Agamemnon, les Coëphores et les Euménides. C'était 4 tragédies grecques. Donc, j'ai énormément appris. Qui sont des créations ou c'était des textes C'était des textes d'Euripide et Échille. Oh. Donc c'était Iphigénie à Aulis. C'est des auteurs grecs de l'Antiquité. Ouais. Et donc c'était comme être à l'école, parce que travailler avec des grands auteurs classiques, c'est travailler avec des maîtres de théâtre. Les grands auteurs, si tu sais les lire et si tu les écoutes, ce sont des maîtres. Ils t'apprennent à jouer. Et surtout les Grecs. Les Grecs et Shakespeare. Les Grecs et Shakespeare,
Les Grecs, Shakespeare tous les Shakespeare, ils et étaient Molière. 20. Ce sont vraiment les auteurs que j'ai pris comme des... J'étais comme à l'école du théâtre avec eux. C'était vraiment fascinant. Et puis après, on a fait justement la Ville parjure, qui était une espèce de suite moderne. Et puis Tartuffe, dans lequel je jouais Orgon, qui est un rôle qui m'a pris énormément. Donc Molière. Donc je me suis battu pour jouer ce rôle-là parce que j'avais vu que c'était le rôle que jouait Molière à la création. Ah, c'est lui qui l'avait. À la création, Molière jouait pas Tartuffe, tu vois. Toujours quand on monte Tartuffe, les gens sont... Alors, qu'est-ce qu'il joue Tartuffe et tatata, non. Mais en fait, Molière jouait Orgon. Et je me suis dit, c'est ça le rôle. Et je me suis beaucoup battu, puis avec l'aide d'Ariane et tout. Bon, dans les gens qui nous lisent et qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous écoutent, on connaît pas tous Tartuffe forcément. Orgon, c'est quoi comme rôle? Orgon, c'est le père de famille. En fait, Orgon, c'est le premier rôle de la pièce. Il a 1962 vers, comme mon année de naissance, comme Dorine. C'est une pièce parfaitement équilibrée au niveau de la parité. Il y a Orgon, le père de famille, et Dorine, la servante. Ce sont les deux rôles les plus importants de la pièce. Le rôle central, c'est Tartuffe, mais il est là que sur 3 actes sur 5. Et Orgon, c'est le père de famille qui fait entrer ce dévot chez lui, qui est fasciné, totalement fasciné par cet homme. Il se laisse complètement embobiner, comme hélas, aujourd'hui, beaucoup de gens se font travailler le cerveau par les religions. Ils se font embobiner par des escrocs. Bon, bref. On voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec le mysticisme, enfin, pour évoquer ce qui s'est passé à Nice, à Paris, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe partout. Voilà, c'est ça les dévots, c'est les Tartuffes de l'islam. Comme il y a eu le Ku Klux Klan, c'est les Tartuffes chrétiens, ou l'Inquisition, c'était les Tartuffes. Donc lui, il est fasciné par cet homme qui le travaille, qui se fait passer pour un homme très pieux, il le fait entrer dans sa maison, et il faut en l'air sa famille, quoi. Jusqu'à ce que, vraiment, sa femme le force, en le mettant sous la table de leur maison, à être le témoin de comment Tartuffe, carrément, pratiquement, viole sa femme. La vache. Et là, Orgon sort de la table, il dit, mais il ouvre les yeux, tu vois. Et pour moi, Orgon, c'était un rôle passionnant, vraiment passionnant, justement, parce que c'était une passion. Attends, c'est fou, parce que là, tu me dis... Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Tartuffe, mais j'ai toujours vu Tartuffe comme une comédie. Là, t'emploies des termes qui sont c'est une comédie. Mais c'est en fait, une comédie terrible. Vu, tu me dis des choses. Mais c'est une comédie terrible, mais c'est une comédie. Et pourquoi c'est une comédie? Tu sais, le rire, c'est l'arme absolue contre toutes les formes de totalitarisme. Ils ne peuvent rien contre ça, tu vois. Le rire, c'est la petite goutte qui va détruire à la longue le barrage, tu vois, et libérer la rivière de la liberté. Tu voyais, c'était très connu dans les années 80, quand Jaruzelski avait fait ce coup d'État, avait pris la main sur la Pologne. L'humour polonais était devenu très, très, très acerbe, très fin, très fort. Hélas, parfois, c'est dans ces conditions-là qu'on est le plus créatif et qu'on trouve le plus drôle. Mais tous les totalitarismes ont toujours eu très, très peur du rire, tu sais. On m'a dit, est-ce que c'est vrai? Mais il me semble je pense que c'est vrai, qu'à l'université de médecine de Téhéran, quand l'ayatollah Khomeini est arrivé, là-bas, on avait marqué interdit de rire. C'était en quelle année, ça? C'était dans les fin des années 70, tu sais. Enfin voilà. Il faut que tu connaisses ton histoire. Ouais. Oui, il faut que je passe. Théâtre et tout, hein. Ça va, quand même. C'est compliqué. On vit dans un monde, tout ce qu'on vit maintenant, ça a des liens historiques très lointains. C'est pas juste de l'embobinage religieux. Ça a aussi des causes géopolitiques qui viennent de comment l'Occident s'est réparti le Moyen-Orient pour le pétrole, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais alors toi, voilà. Donc Orgon, c'est quelqu'un qui vit une passion. Il est crucifié par cet homme, et à la fin, il est ruiné, détruit, mais à la toute fin, il arrive à être sauvé par le Deus Ex Machina, qui est un procédé de théâtre qu'on connaît bien. Où il est sauvé in extremis par une sorte de puissance divine qui est le roi, par une espèce de décret. Mais c'est une pièce qui est très drôle. Et justement, il y avait toute une cabale contre Molière, c'était la cabale des dévots, etc., qui l'ont attaqué terriblement, justement parce que Molière faisait rire de tous ces faux dévots. Tu vois, mais il n'y a pas meilleur moyen. Tu sais, le rire, c'est Bergson qui disait ça dans un très joli livre que je recommande, qui s'appelle Le Rire. Henri Bergson, ce qui analyse très bien qu'est-ce que c'est le rire. Le rire, c'est toujours une condamnation d'une certaine manière. Tu vois, quelqu'un tombe, on rit, même si on sait qu'il s'est fait mal, on rit parce que, en fait, on condamne qu'il est distrait. Tu vois, au l'avare de Molière, on rit parce que c'est un rire qui condamne l'avarice.
D'accord. Tu C'est un vois? Et jugement, en pourquoi fait. les politiciens détestent tellement les guignols, même s'ils savent que c'est une espèce de soupape. Mais bon, maintenant, ça y est, maintenant c'est payant. Maintenant, hein, on les a bien calmés. Mais parce que le rire est terrible. Et regarde ce que le rire fait de Hollande. Comment Mm. il est caricaturé. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça, tu vois? De Je tout, ne suis ouais. pas pour Hollande, mais quand même, c'est. Ou ce Mais qu'il avait fait à l'époque pour Chirac, ou oui, un c'est super menteur. tous les dirigeants ont eu Tu vois? leur lot Alors, de. bon, maintenant, dans Ouais. notre société, aujourd'hui, c'est plus ou moins accepté. On a les bouffons, tu vois. On a les bouffons à la télé qui font cet office de c'est la soupape. On peut en rire, donc on supporte. Alors, est-ce que c'est toujours bon? Je sais pas. Est-ce que tu Tu vois. sens justement que le rapport au théâtre a changé avec, par exemple, l'histoire de ces 20 dernières années? On pense que, enfin, on estime qu'on est vraiment rentré dans le 21e siècle avec le 11 septembre 2001. C'est à partir de là que le monde a radicalement changé, que d'autres dynamiques se sont mises en place. Est-ce que tu sens que le théâtre a évolué entre les années 90 et 2010, que le ton est différent, qu'on joue différemment, qu'on a des tons, qu'il y a d'autres sensibilités qui émergent, d'autres choses qu'on exprime? Pour être tout à fait honnête, il faudrait que je connaisse tellement bien le théâtre pour pouvoir en parler dans ces termes de ça a changé. C'était comme si. Voilà, c'est ma pratique. Quand tu pratiques, bah, je vais beaucoup, hein, j'essaie d'aller le plus possible au théâtre, mais tu vas pas tout voir, hein. Bien sûr. Et puis voilà, puis tu es dans ton processus. Je suis pas compétent pour te dire ça. Mais je pense que le théâtre, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, a toujours été le lieu de plusieurs choses, mais notamment de l'interrogation sur le monde, du questionnement de l'humain et du monde, et de notre rapport au monde. Ça a toujours été. Et Mm. c'est pour ça que le théâtre est précieux. Il est précieux aussi pour une autre raison, parce que c'est le lieu où l'imagination se muscle. Tu vois, quand tu es au théâtre, quel que soit ton décor, etc., c'est toujours l'imagination du spectateur qui est mise en mouvement, qui est sollicitée. Dans mon spectacle, par exemple, il n'y a rien, il y a 5 portraits d'académiciens, puis je raconte une histoire, et j'évoque la forêt, j'évoque la cage dans laquelle je peux être, j'évoque le bateau, je vais évoquer le musical, je vais évoquer la bourse. À un moment donné, j'évoque un autre personnage qui est là avec moi. Et voilà, si le public le voit, le public Mm. voit parce que je l'évoque, j'ouvre cette possibilité. Voilà la règle du jeu, c'est comme ça. Et, et vous faites, les spectateurs, avec moi, mais vous avez votre forêt. Comme quand on est enfant, quand on lit Lucky Luke, on lit Lucky Luke, et puis après on voit le dessin animé, on se dit, mais non, c'est pas la vraie voix de Lucky Luke, parce que chacun s'est fait sa voix. Donc il y a un processus, c'est l'imagination est en mouvement. Tu vois, ce qui se passe entre le plateau et la scène, c'est ça ce qui est, entre le plateau et le public, c'est ce qui est important. Je dis bien entre. C'est cet échange, cet endroit entre nous où l'imagination crée les choses et on les voit d'une certaine Mm. manière. Tu vois, donc là, au théâtre, notre imagination se muscle. C'est comme la salle de gym, tu vois, Ouais. de l'imagination. Et en se musclant au théâtre, eh bien, je pense, j'espère que quand on sort du théâtre, on a musclé suffisamment notre imagination pour commencer peut-être à imaginer un autre monde que celui qui nous est proposé. C'est pour ça que je pense que le théâtre est précieux. Et c'est pour ça que souvent, les premières choses quand arrive le pouvoir fort, dictatorial et tout ça, de façon subtile, en coupant les subventions par-ci par-là, ou carrément en arrêtant les créateurs, la première chose qu'on arrête, c'est les théâtres, Mm. c'est le spectacle vivant. C'est ça, exactement. Tu vois. Et, Et les bibliothèques. Les premières bombes tombent toujours sur les bibliothèques. et sur les hôpitaux aussi. Et sur les hôpitaux Ça, après. Ouais. les deux. C'est vrai que ça joue beaucoup comme ça, mais c'est vrai que on en parlait justement hier dans le live qu'on a fait dans l'émission d'hier, le fait qu'il y ait de moins en moins de subventions au théâtre. Est-ce que ça nous emmène pas vers d'autres genres de théâtre? Est-ce que ça favorise pas d'autres formes de création qui sont moins critiques, qui veulent être plus plaisantes? Ou est-ce que je suis nul en estimation et je sais pas. Non, t'as pas vu ça? Je sais pas. C'est Je, une je ne question sais que jette un pas, peu je en ne sais l'air, pas mais où ça va mener. ok. Je ne sais pas. Mm. Quand est arrivé l'Internet et le piratage des disques, etc., des CD, c'est catastrophe pour énormément de musiciens, de chanteurs-interprètes qui voyaient toutes les œuvres piratées, bah, ça a fait le renouveau des concerts. Ouais. Tu vois, maintenant, bon, les concerts sont chers, mais il y a beaucoup plus de concerts. Les gens recommencent à avoir l'habitude d'aller au concert. Et ceux qui ne savent pas vraiment chanter, qui chantaient avant avec des appareils de studio, bah, sur scène, ça ne le fait pas. Mm. Donc il y a évidemment maintenant une énorme quantité de musique commerciale qui est toujours la même. Tu sais, pour moi, la question, la créativité humaine, elle est là. Nous avons besoin de nous interroger à travers l'art sur notre monde.
Ça, ce sera toujours là, je pense. La question, c'est est-ce que ça parviendra au public? C'est comme au cinéma, on voit énormément de films très commerciaux, de blockbusters, etc. Et on croit qu'il n'y a plus de cinéma d'auteur vrai, qu'il n'y a plus de cinéma qui s'interroge artistiquement sur le monde. Mais en fait, il y est, parce que moi, je vais dans beaucoup de festivals de cinéma, j'ai cette chance parce que je suis aussi acteur au cinéma, et je vois, il y a une énorme créativité cinématographique, de cinéma d'auteur magnifique, mais on ne les voit pas. Alors, voilà. Donc c'est les distributeurs. Tu vois, ils ne sont pas distribués, ils ne sont pas mis à la portée du public. Souvent, les distributeurs, je pense qu'ils ont une piètre idée de ce que le public veut. Et aussi le public, parfois, peut-être moins curieux que ce qu'il devrait être, parce qu'au fur et à mesure que moins tu es nourri d'aliments savoureux, moins tu perds la faculté du goût, tu vois. Donc maintenant, on mange tous du McDo, des hamburgers au cinéma, on bouffe tous des hamburgers cinématographiques, et on perd un petit peu la curiosité du goût, parce qu'on ne sait plus que ça existe. Oui, des fois, il y a une porosité aussi. Alors, mais l'autre chose, c'est que tous les systèmes de distribution, ce sont ceux-là qui sont en train de nous opprimer. Et l'oppression, elle est d'un type très particulier, c'est-à-dire qu'ils amoindrissent notre champ de vision. Tu vois, des choses comme Spotify ou Deezer, c'est très sympa. Ils te proposent tout le temps des musiques selon tes goûts. Ça veut dire qu'ils te maintiennent dans ce que tu connais. Avant, quand j'allais chez un disquaire, je parlais avec le gars, je le consultais. Bon, c'est pas qu'avant tout était mieux, mais ma curiosité, elle était aiguisée par une pochette parce que c'était là, parce que voilà. Aujourd'hui, non, la musique MP3, d'abord, la qualité est moindre. J'utilise la musique comme métaphore du reste. Donc, on t'oriente vers ce que tu connais déjà. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, et c'est un réflexe qui est inscrit en nous presque comme un réflexe de survie, comme une chose territoriale, tu vois. On préfère reconnaître que connaître quelque chose de nouveau. Parce que ce qu'on connaît nous rassure. Beaucoup d'Américains qui viennent, je te laisse pas parler, beaucoup d'Américains qui viennent en Europe, qui viennent en France, où ils vont à Euro Disney, qui est exactement le même parc qu'il y a à Orlando, qu'il y a à Los Angeles, qui est partout. Parce que ça les rassure, tu vois, ils sont dans quelque chose qu'ils connaissent. Donc, tous les systèmes de distribution nous servent tout le temps le même film, nous servent la musique que nous aimons, c'est-à-dire ils nous restreignent ils nous stimulent pas, tu vois. Et en tant qu'être humain, notre développement, quand on est petit, quand on est, tu sais, on n'est pas fini en tant qu'être humain. On est une des rares espèces, quand on sort du ventre maternel, il nous faut encore bien 2 ans au moins pour être un peu fini. Il y en a, ils ont toujours pas fini. Si un bébé, tu le prends à la naissance, un bébé parfaitement normal, tu le mets dans une chambre totalement obscure, c'est théorique, totalement obscure, au bout de quelques temps, il devient aveugle parce que son nerf optique n'est pas stimulé. L'être humain se développe depuis son premier instant, je pense jusqu'à sa mort, par la stimulation. En se confrontant, et la stimulation, c'est toujours quelque chose qui est nouveau. Tu vois ? Donc, quand on restreint notre goût, toujours le même film, toujours la même musique, toujours les mêmes pièces, toujours les one-man shows, les comiques et les machins. C'est bien pour s'amuser. Moi, j'adore, je sais pas, Avengers, le premier, je me suis beaucoup amusé. C'est super, j'ai les super-héros, pourquoi pas. Mais pas seulement les super-héros, merde. Pas seulement la comédie chorale française, beauf. Pas seulement. C'est bien, c'est amusant, mais pas seulement. En fait, ce que tu défends, c'est la diversité. Par exemple, tu disais que... Mais oui, mais pas seulement le même type de personnes, tous blancs aux yeux bleus, c'est ce que voulait Hitler. Et par exemple, notamment, tu parlais d'Euro Disney tout à l'heure. Il y a ça, les gens vont à Euro Disney parce qu'ils connaissent. Et écoute, ça passe très bien l'image. Et donc, tu parles d'Euro Disney notamment, mais il y a autre chose. Et en fait, la question des algorithmes tombe très largement dedans. C'est que les touristes vont souvent à la Tour Eiffel ou aux Champs-Élysées parce qu'ils pensent connaître ce que c'est. Ils pensent savoir ce à quoi ils s'attendaient. C'est pour ça qu'il y a le syndrome de la dépression. Je sais, j'ai plus le nom exact du truc, mais dans le chat, si vous l'avez, vous me dites. Il est ce syndrome où en fait il y a des touristes, et je crois que c'est arrivé à des Japonais surtout, des touristes japonais qui sont venus en France, qui ont vraiment fantasmé Paris jusqu'au bout, et qui découvrent Paris et qui dépriment, quoi, parce que ils ont vraiment un syndrome dépressif. Parce qu'ils sont la réalité en fait a été complètement fantasmée et c'est au-delà du truc. Et c'est vrai que cette question que tu poses est aussi celle des algorithmes, celle de comment on distribue les choses sur Internet, comment est-ce qu'en fait on accède à cette diversité. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir des choses comme le syndrome de Paris, voilà que ça s'appelle. Merci Nusul. Et c'est pour ça qu'on a des choses comme il y a des radios comme FIP qui jouent la carte de proposer des choses qui vont souvent à l'encontre du truc. Stephen Fry proposait un algorithme qui existe maintenant sur Amazon en hack où en fait quand tu as acheté un livre, l'algorithme te propose quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as acheté et tout. Et du coup, à partir de là, ça rejoint une question qu'on posait hier qui était comment est-ce qu'on fait
pour être. Comment est-ce qu'on peut lutter aujourd'hui contre ce manque de curiosité? Parce que, en fait, le truc, c'est pas tellement qu'on n'a pas envie de diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à tous les films qu'on veut, à toutes les musiques qu'on veut. Et on se retrouve souvent à regarder les mêmes choses, à écouter les mêmes choses, ou en tout cas Parce que dans un champ très c'est fermé. notre réflexe de survie. Comment, C'est une question de territoire. mais, C'est le territoire, tu mais vois. comment est-ce qu'on peut péter ce truc-là? Comment est-ce qu'on peut Ah faire ben pour. bon, Comment est-ce qu'on peut. écoute, ça a toujours été comme ça. On n'est pas opprimé. Quand on en parle. Si j'en parle, je suis Hmm. pas plus intelligent qu'un autre. Et si tu en parles, tu Je sais, suis pas plus intelligent qu'un autre non bah plus. non. On en parle. Non. C'est en ce sens que je pense aussi que, par exemple, ma pièce Le Gorille, je trouvais qu'elle parlait plus, peut-être qu'il y a 5 ans aujourd'hui, parce que moi, je pense qu'il y a une forme de conscience qui est en train de s'éveiller. Moi, je pense pas qu'on est juste des gens qui vont être soumis et c'est fini, c'est foutu. C'est un moment merveilleux, parce que on est en train, je pense que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte que les choses ne vont pas. Alors, Quand les choses ne vont pas, au bout d'un moment, ça va pas, puis au bout d'un moment, on dit, bon, maintenant, ça suffit. alors justement, ça Tu c'est. vois, mais c'est pas forcément c'est le une truc qu'on façon attend, quoi. violente. C'est une façon de se dire, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je prends en charge moi? Pour ça. Donc moi, je me suis rendu compte que Deezer ou Spotify ou tous les autres trucs, ils m'orientent toujours vers le même truc. Bah, je me suis désabonné. Ouais. À une époque, tu sais, il suffisait d'éteindre la télé. Hein. Éteins la télé. Et tu peux toujours le faire. Et, Dans l'absolu. c'est un bouton, un clic. Voilà. Bon, en fait, ce qui compte, c'est Éteins juste ton ordi, sors d'Internet un petit peu. En fait, ce qui compte, c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire que quand tu parles de Deezer ou Spotify, c'est que c'est des outils, c'est des services, tu vois. Et en fait, tu peux t'en servir, tu peux pas les hacker, mais tu Va peux au t'en- vivant, faut aller vers le vivant. Faut aller au théâtre. Alors justement, Il faut aller au théâtre, faut aller au théâtre, faut aller vers le vivant. comment. Faut aller à la recherche. Moi, j'ai vécu 2, 3 choses dans ma vie qui étaient dures, qui étaient graves, dans ma vie personnelle, ouais. Voilà. Et je savais pas comment les gérer. C'était vraiment, j'étais perdu. C'était dur, des choses fortes, tu vois. Et ben, je suis allé dans une librairie et j'ai trouvé 1 ou 2 bouquins. Et j'ai lu qu'en fait, j'étais pas le seul à avoir vécu, Des choses à comme vivre ça. ce genre comme ça. Donc déjà, ça m'a fait me sentir bien. Bon. Et puis que des gens avaient trouvé certaines réponses, certaines qui m'ont été utiles, d'autres qui m'ont pas été utiles. Mais c'est parce que je suis allé vers l'autre, je suis allé vers l'humain. C'est dans l'échange. Et c'est pour ça, j'insiste, que le théâtre est fondamental. Parce que c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre. Et tu vois, c'est le lieu de la rencontre du poète, du corps, de l'imagination. Et le public est assis, il n'est pas passif. Parce que par la catharsis, le corps de l'acteur met en mouvement son corps à lui, d'une certaine façon. Et après, bon, mon spectacle est très physique, très corporel, je suis très incarné. Moi, Tu je dis sautes toujours, partout. c'est du théâtre un peu old school. J'ai eu des corporel, crampes tu vois. pour toi en sortant de la Mais pièce. Oui, mais bon, tu avais des crampes pour moi, tu vois. Donc ton corps a été mobilisé quelque part. Ouais. Tu vois, mais bon, quand tu sors, tu te dis, ah bon, je sais pas, moi, quand je vais voir un ballet, je trouve ça absolument merveilleux. Je me dis, un corps humain peut faire ça. Bon, mon corps, celui-ci, ne peut pas le faire. Mais bon, je peux m'étirer, je peux danser, cette chose existe en moi. Ça me rappelle à mon humanité. Le théâtre te rappelle toujours à ton humanité. Alors, donc, quand on a fait notre dernier point historique, on était encore chez Ariane Mnouchkine. On va avancer un peu Se plus. perd. Comment t'en es arrivé? On en a parlé un petit peu au début, mais ça pourrait être intéressant de faire un rappel pour les gens qui n'étaient pas là. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire le gorille depuis Ariane Mnouchkine? Qu'est-ce qui s'est passé entre Ariane Mnouchkine et aujourd'hui, te voilà à Avignon, ici. En quelques souvenirs très riches. Bah, quand je suis parti de la compagnie, c'était le moment je sentais que c'était le moment de partir parce qu'un jour, quelqu'un m'a présenté au bar du théâtre. Il m'a dit, je te présente Brontis, un des piliers du Théâtre du Soleil. Allez. Ah, ça m'a fait froid dans le dos. Moi, je voulais des piliers de du tout. Je suis en train de me fossiliser, tu vois. Et j'ai senti que c'était un moment où voilà, j'avais besoin de nouvelles informations, tu vois, de me remettre en question, de travailler avec... parce que j'étais très heureux au Théâtre du Soleil et on s'entendait artistiquement très très bien avec Ariane. Il y a d'autres départs qui sont plus douloureux. Moi, c'était vraiment... On a dîné ensemble et vraiment très généreusement, elle m'a dit, écoute, je sens que tu te poses des questions, que tu as envie de voir ailleurs. Vas-y, la maison était toujours ouverte. Je suis toujours retourné voir les spectacles. Même récemment, j'ai fait un remplacement dans un spectacle pour eux, 18 ans plus tard. Non, j'ai travaillé avec des compagnies. J'ai eu la chance. J'ai vraiment la chance de travailler avec plein de metteurs en scène
qui étaient moins aboutis, Mm. mais qui cherchaient leur théâtre. Et donc, je les ai accompagnés, et j'ai cherché avec eux. Puis j'ai appris beaucoup, parce que parfois, il faut mettre ta chaussure droite sur ton pied gauche, Ouais. pour, tu vois, pour marcher autrement. Et, euh, et puis voilà, puis ça a conduit à des rencontres merveilleuses sur les spectacles que j'ai beaucoup aimés. J'ai souvent été heureux dans les spectacles. J'ai souvent travaillé plusieurs fois avec le même metteur en scène. Et puis, un jour, mon père est venu voir un spectacle que je jouais avec mon ami, mis en scène par mon ami Simon Abkarian, qui c'était Peine d'amour perdu. Après, j'ai fait 2 autres spectacles avec lui. D'ailleurs, Simon fait une mise en scène ici, Chanson sans gêne, qui joue Nathalie Joly au Petit Chien. Je vous le conseille, Ok. c'est très bien. Et Noté. il m'a vu là, il était tellement content. J'avais mis mon frère Adam dans le spectacle, il avait 18 ans à cette époque-là. Il a dit bon, faisons quelque chose ensemble. On a fait Opéra Panique et du coup on a fait les trois spectacles ensemble. Mais le gorille, puis entre-temps, j'ai fait, je sais pas, quelques apparitions au cinéma par-ci par-là. J'ai pris de l'âge, la vie, tout ça. Et depuis que j'ai créé le gorille, je me suis mis à faire beaucoup plus de cinéma. Mais le gorille a été comme un moment où c'était un catalyseur en fait en tant qu'acteur, où j'ai pu mettre vraiment des choses que j'ai appris de tout mon parcours théâtral. Donc le masque que j'avais appris au Théâtre du Soleil, l'incarnation, le corps, une façon de chercher le personnage, une façon de chercher une mémoire et un rapport au corps et à la précision du corps qui me venait de ce que j'avais travaillé avec Chislak, des façons d'aborder le texte, certains points précis du texte que j'avais appris avec Bernard Sobel, par exemple, j'ai fait 2 spectacles avec lui. Metteur en scène aussi. Une façon d'aborder le corps comme une danse, comme un danseur un peu, mais comme un danseur où le geste doit parler, va jusqu'au bout. C'est des choses que j'avais appris avec des collègues acteurs qui venaient d'Inde, indiens. Voilà, donc c'est un catalyseur, tu vois. Ouais. Avec un texte que je trouvais très beau, très fort, qui nous touchait beaucoup, mon père et moi. En plus, c'était l'occasion pour nous de travailler vraiment tous les deux, ce qui fait que dans notre relation, c'était un moment très important. Oui, parce que c'est ton père qui t'a mis en scène aussi. Voilà, Ce on a créé le spectacle. spectacle ensemble. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a fait l'adaptation, qui a fait la scéno, la musique. Et puis, on a travaillé c'était notre 3e spectacle ensemble, donc on se connaissait bien, je connais bien son univers. Lui, il me connaît bien comme acteur. Et c'était vraiment un choix de 2 talents qui se rencontrent, tu vois, au-delà du père-fils. Il y avait père-fils aussi, tu vois, le plaisir de faire un truc en famille, mais dans un rapport d'artiste à artiste, tu vois. Et on s'est trouvé, quoi. On s'est trouvé avec l'histoire, le texte, la relation familiale, artistiquement. C'est un catalyseur. C'est toi qui Et l'as après, j'ai amené. beaucoup joué le spectacle. J'ai joué en espagnol à Buenos Aires, j'ai joué au Chili, j'ai joué pour un festival en anglais. J'espère un jour l'emmener à New York. Je suis un petit peu en train de travailler là-dessus. Je voudrais aller à Mexico avec. Puis en France, j'ai joué 6 mois et demi à Paris, la tournée. Ouais, J'ai ça étudié il y a 5 ans au Festival d'Avignon. Ouais. C'était toute une Ouais. aventure. Mais si tu veux, chaque spectacle, pour moi, chaque rôle enfante le suivant. C'est comme un serpent, tu vois. Je perds une peau, mais je suis toujours le même serpent, tu vois. Je Ouais. continue à évoluer, à croître, mais donc chaque rôle est issu de l'autre et chaque rôle a de la mémoire de l'autre. Mm. Tu comprends? On coupe Absolument, pas. Moi, je ouais. coupe pas avec un rôle. Quand je me débarrasse très bien des personnages, quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est-à-dire que chaque spectacle que je fais est d'abord pour moi d'abord la chose la plus précieuse Mhm. doit être une rencontre Ouais. humaine avec le metteur en scène, avec le poète, parce que au théâtre ça disparaît, tu vois. Tu peux jouer Hamlet et le jour de la dernière, bah tu t'es juste un kidam dans la rue, tu Ouais, vas faire bah tes oui. courses, tu vois. Ouais. C'est personne. Mais ce qui te reste, c'est la qualité de la rencontre humaine qu'il y a eu pendant la création de ce spectacle, pendant la vie de ce spectacle. Donc ça, c'est vraiment pour moi une chose fondamentale. Et aussi une chose fondamentale, c'est que chaque spectacle que tu fais, enfin que je fais, doit me faire progresser en tant qu'acteur. Je dois apprendre quelque chose. J'ai eu très peu d'expériences comme ça, mais il m'est arrivé 1 ou 2 fois de jouer des spectacles qui étaient très bien, mais où j'apprenais rien. Où Ouais. et du coup, je régressais. Et notamment un qui avait très bien marché, tout ça, mais à la fin, je voulais arrêter d'être acteur. Je me sentais plus capable de jouer. Donc il faut que Ah ouais. ce soit toujours un apprentissage, un spectacle,
Et donc, un metteur en scène qui te stimule une nouvelle information, une nouvelle demande, un rôle qui t'exige, un auteur qui est tellement énorme que tu dois tenter de te hisser vers lui. Et la qualité de la rencontre humaine pour qu'il me reste quelque chose, qu'il me reste des amis, tu vois. Bien sûr. Qu'il reste des amis. Quand tu fais un spectacle et que tu finis et qu'après tu retrouves les gens et c'est des amis. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu as un souvenir particulier qui t'enchante vraiment quand tu y penses, que tu te dis je fais vraiment le bon truc, ton meilleur souvenir de toute ta carrière? Non. Ils sont tous bons. Non, mais tu sais, je crois pas avoir des choses favorites. Ça te restreint. Ouais, c'est vrai. Si j'avais un souvenir préféré, tout le reste Ouais, ce serait moins bien du coup. serait dénigré. Ok. Alors que non, c'est une somme. Et puis, tu sais, un acteur travaille jusqu'à sa dernière heure. Donc, alors, dans ce cas-là, j'espère encore loin de la fin. quelle est la dernière chose qui t'a fait sourire? Oh, ben, c'est aujourd'hui le public. Ouais. À la fin du spectacle. Comme tous les jours. Quelqu'un qui applaudit et qui tout à coup spontanément dit bravo, tu vois, et que tu sens que c'est pas formel, même si les applaudissements c'est une nécessité formelle, ça vient du Tibet. Dans les rituels, ils font les choses avec les masques, au Tibet ou de Chine, je crois. C'est des tas de masqués, et à la fin, comme c'est de l'invocation d'esprit, on fait ça pour chasser les esprits, en fait. Tu vois. Et donc c'est resté. Non, c'est de là que ça vient. C'est de là. Donc en fait, on libère l'acteur de son incarnation, tu vois. Et nous aussi, on se libère de là où on était. On revient à la réalité ensemble. Mais c'est aussi une main qui se joint à l'autre pour produire un son. C'est l'acteur et le spectateur, le spectacle et le public qui ensemble produisent quelque chose. Ok. Cool. Bon, écoute, il est. Alors, par contre, je peux te raconter vraiment un compliment, enfin une chose qui m'a fait ultra plaisir. Ah bah écoute, vas-y. Prends un petit peu de temps. C'est vraiment, ça m'a énormément touché. Alors, je ne sais pas s'il va voir ce petit clip, mais c'est Fred, mon technicien. C'est la première fois qu'il fait ce spectacle. Vous savez, les conditions de off sont difficiles. On avait un service, une journée pour faire les lumières, monter, qu'ils lui comprennent le spectacle. Il y a du son, de la lumière à des tops. Voilà, tu vois, c'est vraiment intense. Je suis très exigeant parce que je suis très exigeant avec moi-même, je suis très précis. Donc je demande à ce que ce soit précis parce que la poésie est dans la précision. Tu vois, pas dans les tops. Ouais. Et je dis, c'est pas des tops, c'est des ponctuations poétiques. Oui. Tu vois. Et il est venu me voir hier dans la loge après le spectacle. Et ça fait quand même presque 15 représentations. Et il m'a dit. Chaque représentation, c'est un plaisir. De faire chaque représentation avec toi, c'est un plaisir. Ça m'a énormément touché. Cool. Voilà. J'ai senti, je me suis dit, voilà, on est ensemble. Et ça fait vraiment sourire. Ah oui. Bontis, merci beaucoup. Donc Merci le gorille, c'est au Théâtre du Trois Soleils à Avignon. À 15h40 tous les jours jusqu'au 30 juillet. Il vaut mieux réserver. Il vaut mieux réserver parce que c'est plutôt plein. Ouais.